Bienvenue Jalil Ben Bestarji. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et pour votre intérêt pour notre secteur. Toujours à l'instar de tous les secteurs d'activité d'ailleurs et tout ce qui fait l'actualité. Mais une fois de plus, merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'ANIT, l'Association nationale des investisseurs touristiques. On parle beaucoup de tourisme depuis quelques jours, depuis cette fameuse annonce pour les faire venir un petit peu les MRE, les étrangers dans un second temps. Bref, est-ce que les acteurs du secteur comme vous êtes contents, joyeux de tout ce qui a été annoncé ces derniers jours? D'abord, on parle beaucoup de tourisme depuis 15 mois, souvent pour parler de la crise du tourisme. Ouais. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'être dans une nouvelle phase dans laquelle on parle du tourisme différemment. On parle de relance, on parle de réouverture, on parle d'assouplissement et ça, nous ne pouvons que nous en féliciter. En sus, effectivement, dans l'actualité immédiate, il y a eu les instructions de Sa Majesté le Roi qui naturellement ont été accueillies avec enthousiasme par l'ensemble des acteurs, opérateurs, citoyens, étrangers. C'est vrai, enthousiasme? Parce que moi j'ai l'impression, Jalil Ben Bestarji, que c'est moyen. L'accueil, il a été, voilà, c'est bof. Ah non, pas du tout. Vous savez, j'ai été associé à certains travaux, pas tous. Le secteur, les organisations professionnelles, les fédérations professionnelles se sont mobilisées. Je peux vous dire qu'on a travaillé le week-end pour pouvoir aboutir à la convention qui a été signée par le ministère, la ministre du Tourisme et le président de la Confédération nationale. C'était le 15 juin. Oui, c'était exactement le 15. Ouais, le 15 hein. Et donc, c'est une réaction extrêmement rapide, extrêmement responsable, extrêmement citoyenne. Donc, non, il n'y a absolument aucun flottement. Aucun flottement. MRE était content, tout le monde s'est rué pour prendre son billet d'avion. Mais les hôteliers, est-ce que les hôteliers, par exemple, chez nous, se sont dit waouh, c'est une super nouvelle, on va remplir nos hôtels et ça va relancer le secteur? Non. D'abord, le premier sujet a été de répondre immédiatement, favorablement et comme un seul homme à l'instruction royale. Ça, c'est naturel, c'est notre culture, c'est notre citoyenneté qui l'exige. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les opérateurs internationaux sont plus, entre guillemets, sollicités ou concernés que nous-mêmes parce que le premier sujet, c'est d'abord l'accès au territoire national. C'est d'abord l'avion, c'est d'abord le bateau, avant de parler d'hébergement. Au niveau de l'hébergement, il faut donner toute son importance au sujet, mais il ne faut ni le surestimer ni le sous-estimer. Les RME marocains résidant à l'étranger dans les statistiques des nuitées marocaines sont dans une proportion assez modeste. C'est-à-dire on a pour une estimation, une fourchette? Non, très honnêtement, nous ne pouvons pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les Marocains tout court font 31% exactement si on se réfère à 2019, on va dire l'année un peu de référence. Sur les 31%, il est très honnêtement difficile de dire si c'est 1, 2, 3 ou 4 ou 5%. Sur les 31%? Sur les 31%, absolument. Donc c'est extrêmement faible. Je vous dis que c'est un sujet important, mais en termes statistiques, ce n'est pas le plus important. Donc on va remplir les avions, clairement, mais on ne va pas forcément remplir les hôtels. Oui, on va remplir les avions dans la mesure où aujourd'hui les flottes, que ce soit ceux de la Royal Air Maroc ou d'autres compagnies, ont été significativement réduites par rapport à, encore une fois, à la référence 2019. Donc même le remplissage, c'est à nuancer. D'ailleurs, je crois savoir que la Royal Air Maroc est en train de louer des avions justement pour répondre à une demande énorme. Au niveau de l'hôtellerie, c'est plus compliqué. L'hôtellerie, c'est une offre qui est là, qui est fixe par définition. Et aujourd'hui, les conditions du marché, dépendamment et indépendamment de l'initiative royale et de la décision de Sa Majesté, l'équation est en faveur du consommateur d'une manière générale, qu'il soit marocain résident à l'étranger ou marocain résident au Maroc. Pourquoi? Parce que ces 31% auparavant venaient s'additionner à une demande internationale pour obtenir, on va dire bon an, mal an, le 60% d'occupation à l'échelon national, tout segment, toute catégorie confondue. Aujourd'hui, dans l'immédiat, il n'y a pratiquement que ce 30%-là qui va s'étaler en quelque sorte sur le 100% de l'offre. L'offre, elle, à quelques fermetures près, est la même. Donc du coup pour les hôteliers, c'est pas forcément une super méga nouvelle avec un fort impact. Non, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où nous ne pouvons que nous réjouir de toute mesure d'assouplissement, d'encouragement qui permet à un segment important qui s'appelle les RME, aujourd'hui peut-être d'autres segments demain, vient dynamiser une demande. Donc pour nous, c'est que des bonnes nouvelles. Ouais, mais le fait qu'en fait, parce que j'essaie de comprendre pourquoi on n'a que 5% de taux d'occupation des lits hôteliers des Marocains du monde. Non, d'abord, je n'ai pas dit 5%. J'ai dit à la base qu'il est difficile de l'estimer parce que dans nos statistiques, on ne distingue pas un Marocain résident au Maroc d'un Marocain non résident au Maroc. C'est le premier sujet. Ce que nous savons, c'est que le total représente 31% en 2019. D'accord. Mais nous pouvons estimer d'une manière très grossière que c'est une part mineure.
le gros des RME loge en famille, Ouais. loge chez des amis, et une partie importante aussi va dans l'hôtellerie. Attention, classé, non Oui. classé, etc. Mais ça veut dire que jusqu'à présent, en même temps, on pourrait en déduire en tout cas, hein, que toutes les stratégies qui ont été mises en place pour une offre hôtelière marocaine du monde, je rappelle que depuis les années 2000, hein, avec la vision du plan Azur, je parle sous votre couvert, parce que Oui. vous avez été partie prenante, mais on a échoué. Parce qu'on pourrait avoir des MRE nouvelle génération, surtout depuis quelques années, qui ne vont pas loger forcément chez la famille ou chez les amis au Maroc, mais à l'hôtel, surtout une nouvelle génération. Non, permettez-moi de nuancer ce constat. D'abord, quand j'ai dit que c'est modeste, ça ne veut pas dire que c'est nul. Et deuxièmement, il y a des segments de notre offre, je pense en particulier à Marrakech, mais pas seulement à Marrakech, également à Agadir et ailleurs, où les RME pèsent 20, 30, parfois jusqu'à 40% sur une période donnée. Sur l'été. Sur l'été, par exemple. Donc là, on va dire le 3 ou le 4 ou le 5% qui, je le répète, est une simple estimation, très grossière, est très différenciée d'une saison à l'autre. Donc il y a des moments où ça peut être stratégique. L'été, les RME sont stratégiques. Et là, cette année, du coup, ça va être hyper méga stratégique. Absolument, doublement. Parce que c'était priorisé par la plus haute autorité de l'État. D'une part, et parce que, en premier, Ouais. mais aussi parce que la demande traditionnelle, on va dire européenne, étrangère, n'est pas là ou peu. En tout cas, elle est en phase de reprise lente, mais de reprise. Parce que vous comptez en fait quoi, beaucoup plus sur les MRE que sur le marché français, le marché espagnol ou anglais. Aujourd'hui, nous comptons sur tous les marchés, y compris le marché local, qui lui est stratégique. Qui lui, je le répète, c'est 31%, donc c'est significatif. Et nos portes aujourd'hui sont ouvertes au fur et à mesure que l'État assouplit les règles d'accès au territoire, les règles sanitaires, les règles administratives, et nous adressons toutes les demandes qui s'expriment. Aujourd'hui, certainement, le marché local et RME va être le premier, de loin. Mais nous espérons, encore une fois, que petit à petit, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, etc., le Benelux... En tout cas, vont pas dans un premier revenir. temps, vous dites. Pas Oui. dans un premier temps. Ça dépendra je sais qu'il y a un travail qui se fait au quotidien, entre les compagnies aériennes, entre des grands tours opérateurs, entre le ministère du Tourisme, l'Office du Tourisme, et tous les jours, des nouvelles peuvent tomber ou ne pas tomber, en fonction des négociations. Et qui se valeur font. aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tendance? Est-ce que les Français vont venir au Maroc? Est-ce que les Espagnols vont venir au Maroc? Est-ce que les Anglais vont venir au Maroc? Les Allemands vont venir Alors, au Maroc? je vais vous dire, ça c'est lié à un point qui est très important, que je suis content de pouvoir partager avec vous ce matin, mais qui est connu de tous les professionnels, c'est l'urgence et la priorité de faire de sorte que le Maroc puisse intégrer très très vite les green lists, les listes vertes des pays émetteurs. Et ça fait la différence, c'est le jour et la nuit par rapport au volume qu'on peut attendre d'un pays émetteur. Selon que vous avez un confinement à respecter à votre retour d'une destination X, Maroc ou autre chose, ou que vous n'ayez pas de confinement à respecter, ça change terriblement la décision d'un visiteur espagnol, français, anglais de venir ou de ne pas venir chez nous. Mais en même temps, Donc c'est le nouveau challenge. En même temps, je veux dire, il y a peu de chances qu'on puisse basculer dans le vert d'ici 2-3 semaines, un mois, parce que la saison a démarré là. Hein, Non, moi je suis plutôt optimiste. C'est jouable? Je suis plutôt optimiste malgré ce qu'a dit Madame la Consul Générale de France il y a quelques jours chez un de vos confrères, qui effectivement s'est référé à une statistique qui est importante, c'est-à-dire le nombre de tests qui sont effectués et que, heureusement ou malheureusement, l'Union européenne prend en compte, mais on peut les comprendre. Néanmoins, au-delà de ce seul ratio, tous les autres ratios du Maroc sont pas bons, sont excellents. Oui, sont même exceptionnels. Donc ce sont autant d'arguments pour faciliter ou accélérer. On va revenir sur les MRE, sur le marché, sur les Marocains du Maroc et les moins de 30%. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, je suis quand même surpris qu'un pays comme la France, par exemple, ait pris comme indicateur pour ne pas faire basculer le Maroc dans la liste verte, le nombre de tests réalisés. Écoutez, moi je suis surpris que vous soyez surpris. Non, d'abord, j'ai pas dit que j'étais surpris. Ah. Non, j'ai pas dit que j'étais surpris. J'ai dit que je me suis référé justement à cet entretien que j'ai eu le plaisir d'écouter chez un de vos confrères. Oui. Et je dis que je peux le comprendre, je peux aussi le regretter. Parce que c'est une pondération de ce ratio à mettre face aux autres ratios qui devraient peser beaucoup plus. Aujourd'hui, les hôpitaux marocains sont vides de cas graves. Les statistiques sont exceptionnelles. Les statistiques relatives sont exceptionnelles. Donc c'est autant d'arguments. Que ce seul argument tout seul contrebalance tout le reste, je pense que c'est à revoir et à discuter. Mais en même temps, tous les pays aujourd'hui vraiment touristiques, hein, je pense à la Grèce, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, notre voisin direct, Absolument. il y a des autotests, des tests disponibles partout et qui sont obligatoires partout. Donc avec des résultats express en moins de 15 minutes, ce que nous ne sommes pas fichus de faire alors qu'on avait le temps de le mettre en place. C'est au-delà de la question des autotests, qui est un sujet technique et médical qui me dépasse. Par contre, j'ai une remarque que je peux faire, c'est que l'Espagne est un exemple. L'Espagne est un exemple aujourd'hui en matière de tourisme, au moins. À partir du 30 juin,
toutes les personnes vaccinées, peuvent rentrer. ou à défaut de vacciner un PCR, peuvent rentrer. On ne rentre pas dans d'autres détails. C'est une des thèses que nous défendons depuis longtemps, et je reconnais qu'une bonne partie de nos requêtes, de nos propositions ont déjà rencontré une réponse positive de la part des pouvoirs publics. Donc nous en félicitons. Il reste, je dirais, peut-être quelques décisions à la marge qui peuvent faire la différence. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est plus celui-là. Le vrai sujet, c'est les listes vertes. Ce que je peux observer, c'est que pour le Maroc, non, le Maroc fait différemment. Il peut faire plus. Nous souhaitons qu'il fasse plus, mais il fait différemment. Il fait déjà. Par exemple, il y a des actions concrètes qui sont entreprises par la Direction générale d'Office du tourisme, en particulier d'ailleurs sur le marché français, puisque vous savez une opération formidable qui a été montée aussi bien en direction de Dakhla qu'en direction de Marrakech, avec un certain nombre d'un plateau d'artistes très conséquent qui va justement animer des soirées, des émissions de télévision à Marrakech, pour montrer que on travaille vers le retour à la vie normale, avec et sans guillemets. Donc tout ça, c'est positif. Évidemment, une intervention ministérielle serait bienvenue et souhaitable pour compléter cet effort. Nous espérons que cela vienne rapidement. On revient sur les Marocains du monde, les étrangers. Cette histoire, c'est une annonce qui a été faite officielle par la Confédération nationale du tourisme. Vous avez fait référence à la convention qui a été signée avec la ministre du Tourisme le 15 juin, donc avec un effort qui va être consenti, a priori, par tous les hôteliers du pays. En baissant les prix de 30%. Tout à fait, d'une manière unanime, d'une manière citoyenne, d'une manière convaincue, et c'est le moins que l'on puisse faire. Mais tout le monde n'est pas obligé de le faire. Enfin, il n'y a pas d'obligation pour tous les propriétaires d'hôtels, me semble-t-il. Je dirais qu'il y a une obligation morale d'abord, et à mon avis, ça devrait suffire. Ouais, mais en même temps, ceux qui n'ont pas bossé depuis 2 ans, qui sont confrontés à des difficultés financières, je vous ai entendu plusieurs fois dans différents médias, ces dernières semaines, ces derniers mois, dire voilà, tirer la sonnette d'alarme, on a des hôtels qui menacent de fermeture, c'est compliqué, très honnêtement, encore une fois, c'est pas pour faire des la palissade, mais je fais confiance au bon sens d'abord et au sens de la responsabilité de mes confrères, que ce soit les hôteliers ou les autres maillons de la chaîne de valeur du tourisme, pour adapter leurs prix, pour avoir une offre agressive et qui colle le mieux à l'appel royal. Les maisons d'hôtes sont concernées ou pas? Parce que très souvent, oui, bien sûr, l'hébergement classé d'une manière générale est concerné. Également, je vous le signale, les loueurs de voitures, qui sont un maillon important, surtout que justement la plupart des RME qui vont venir par cette nouvelle mécanique, cette nouvelle logistique, vont venir justement sans voiture. Donc les pouvoirs publics en ont pris conscience et sont en train de monter une offre très conséquente. Mais je n'ai pas autorité pour parler. En tout cas, ils viendront pas en voiture, mais effectivement, parce qu'il y a une décision qui a été prise aussi par l'ONCF de réduire une offre promotionnelle de moins 50% pour les MRE. On peut saluer une initiative très heureuse, quoique sympathique, même si elle est symbolique, mais elle est forte en valeur, des guides de Marrakech, qui offrent une visite tous les vendredis, une visite gratuite de la Médina de Marrakech au RME. C'est vraiment tapis rouge cette année pour les MRE. C'est incroyable. C'est normal. Il n'y a jamais eu de cadeau qui a été fait avant. Et puis là, cette fois-ci, crise pandémique oblige. Heureusement qu'il y a le virus, entre guillemets. Moi, je ne raisonne pas en termes de cadeaux, Sihlaoui. Je raisonne en termes de responsabilité et d'adaptation à une conjoncture particulière, tout simplement, sur lequel, bien sûr, vient s'ajouter en premier lieu, et c'est ça où c'est ce qui fait la différence, l'intervention de Sa Majesté et ce qui va derrière. C'est clair. Encore une fois, pourquoi voulez-vous qu'un chef d'entreprise, qu'il soit restaurateur, hôtelier, transporteur ou autre loueur de voitures, néglige un segment par rapport à un autre? Non, un chef d'entreprise qui est, on va dire, raisonnablement performant, raisonnablement éveillé, va dans son businessment de la vie normale, pré ou post-pandémie ou pendant la pandémie, tenir compte de tous les segments de la demande et adapter son offre à cette... Parce qu'il y a plusieurs tentatives qui avaient été mises en place ces dernières années pour offrir des moins 20 ou des moins 30% dans les différents hôtels du pays durant la saison estivale, et ça n'avait jamais pris. Parce que des hôteliers n'avaient jamais respecté, en fait, le fait de réduire un petit peu leur prix pour les MRE l'été. Cette fois-ci... D'abord, pardon, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, sauf erreur, je dis bien sauf erreur, cela concerne plus, cette dernière mesure à laquelle vous avez fait allusion, concerne plus les résidents marocains. C'était les Kounouz Biladi, etc. Mais il y avait un volet MRE aussi, probablement. Et qui n'a jamais pris. Mais encore une fois, la conjoncture aujourd'hui et le déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande joue terriblement, et tant mieux, en faveur de la demande. Aujourd'hui, la demande, c'est essentiellement les Marocains résidents, le marché local, et les Marocains non résidents. Donc c'est moins de 30% pour tout le monde? Non, c'est moins de 30%. Non. Nous, la Convention prévoit l'effort tarifaire sur les Marocains résidents étrangers. Pas pour les Marocains du Maroc? Pour les Marocains résidents étrangers. Au-delà, chacun est libre de faire plus, et on peut toujours faire plus. Ça, par contre, c'est une liberté individuelle.
selon les destinations. Ça va être compliqué à gérer, ça se dire, voilà, entre le MRE qui va présenter quoi, son passeport, son certificat de vaccination numérique. Là, il y a une liberté, je crois, qui est laissée, sauf erreur du fait de la convention qui a été signée la semaine dernière. Chaque opérateur a quand même une marge de manœuvre, c'est-à-dire des processus ou des process internes pour s'adapter d'une manière souple, transparente et responsable à cette offre particulière. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'avoir des Marocains du Maroc, hein, vous comme moi, oui, c'est possible, mais il faut... qui se disent, mais c'est injuste, pourquoi eux et pas nous? Oui, c'est légitime, c'est légitime et humain, mais ce n'est pas forcément justifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Marocain résident à l'étranger par définition. Il faut d'abord qu'il traverse avant d'arriver au Maroc. Donc il a des frais supplémentaires. Le Marocain qui est au Maroc, lui, n'a pas de frais supplémentaires. Lui, il prend sa voiture comme d'habitude, ou un avion, ou un train. Il n'a pas ces frais supplémentaires. C'est ça qui a été pris en compte? Non, je dis ça, ce sont des éléments, des arguments qui expliquent que ces deux grands segments ne sont pas directement comparables, même s'il y a le Marocain des deux côtés. D'accord. Ça, c'est pas directement comparable. Deuxièmement, là, je le répète, c'est un vrai faux problème. C'est un vrai problème parce qu'un consommateur a toujours besoin et intérêt, est toujours bon que le consommateur profite de réduction, mais d'un autre côté, les réductions sont déjà là. Je peux vous assurer que les tarifs qui sont pratiqués ou qui seront pratiqués tout au long de cet été, en attendant la vraie reprise, en attendant qu'on retrouve les 40, les 50% et pourquoi pas les 60% nationales, ce sont des tarifs qui seront écrasés. Quand tu dis écrasé, ça veut dire quoi? Écrasé, c'est-à-dire ça peut aller du 20, du 30, du 40% par rapport aux tarifs que nous pratiquions il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est-à-dire une nuitée moyenne dans un 4 étoiles chez nous, pour la classe moyenne supérieure, ça serait autour de combien? Je ne réponds pas parce que déjà le 4 étoiles chez nous, il y a un grand écart entre les différents 4 étoiles. Donc, il n'y a pas de moyenne. Non, et puis ça dépend des saisons, ça dépend des week-ends. La nuitée qui était à 1000 ou 1500 dirhams, cette fois-ci, ça peut aller quoi, en dessous de 1000 dirhams la nuit? Largement. Pour le MRE, 700 dirhams, 800 dirhams? Largement, mais je m'exprime pas là-dessus parce que l'offre est tellement variée qu'il y a 4 catégories de 5 étoiles au Maroc, 5 catégories, comme il y a 6 catégories de 6 étoiles. Donc, donner un prix, ça peut être misleading, ça peut être trompeur. Donc, mais en même temps, les prix sont fixés par l'offre et la demande, c'est ça? Absolument. Avant Covid, c'était ça. Aujourd'hui, je le répète, cet équilibre offre-demande se fait fortement en faveur du consommateur, d'une manière générale. Mais en même temps, il risque, en tout cas, il y a ce risque potentiel d'avoir une forte demande. Et je me dis, s'il y a une forte demande, est-ce qu'il n'y a pas une menace inflationniste? Et qu'en fait, on se retrouve avec des prix qui remontent à la hausse. Comme je vous l'ai dit en début d'entretien, je répète, nous n'avons pas des chiffres spécifiques au RME, mais globalement, nous ne pensons pas que sur ce segment, qui est un segment, je le répète, important et particulier, il y ait des volumes extraordinairement importants, hormis peut-être 2 ou 3 week-ends. Donc pas de grosse pression à venir sur les chambres d'hôtel? Même s'il y avait une grosse pression, l'offre est tellement abondante qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Autre débat aussi très agité chez la Bestargie, c'est de se dire, mais tout ce beau monde qui va venir, tout le monde espère bien entendu qu'il y ait le plus de monde possible, qui viennent cet été au Maroc, que ce soit les Marocains résidant à l'étranger ou autres, mais est-ce qu'ils vont nous amener le virus aussi? Le variant, il y a ce risque sanitaire aussi? Non, franchement non. Le track record du Maroc depuis 15 mois est assez parlant à cet égard. Il y a un niveau de prise de précaution qui est très lourd, qui est très important. Il nous est même arrivé de dénoncer sa lourdeur par le passé récent. Et on apprécie d'autant plus les assouplissements des dernières semaines. Non, je pense qu'il y a toujours un dispositif de vigilance. Il y a le test PCR avant l'embarquement et dans les bateaux, il y a le test PCR pendant la traversée, etc. Plus les vaccins, c'est déjà très honorable. Est-ce que dans les hôtels, il y aura une distanciation physique qui doit être respectée? Par exemple, je vois des pays comme la Grèce ou des pays comme l'Espagne, c'est entre 1,50 m, 2 mètres aussi qui doit être nécessairement respecté aux abords de piscines et des plages. Est-ce que nous, c'est des choses qui sont prévues aussi dans ce sens? Bien sûr. Je vous rappelle quand même on va dire le programme tout à fait sérieux et responsable du Wake Up Safely, qui est en train de se mettre en place à vitesse grand V chez tous mes confrères hôteliers à travers le Royaume. Il y a déjà, je n'ai pas les statistiques, c'est la fédération hôtelière qui doit en disposer, qui devrait peut-être même d'ailleurs communiquer sur cela un peu plus. Des hôtels qui sont déjà labellisés et ceux qui sont en cours de labellisation à très grande vitesse pour être prêts, on va dire, dans une proportion raisonnable d'ici le 30 juin. Mais sur les grands sujets comme le port du masque,
à l'intérieur des hôtels, même à l'extérieur, des hôtels, est-ce qu'il va rester obligatoire ou pas? Jusqu'à nouvel ordre, oui. Grosso modo, sans rentrer dans tous les détails parce que ce serait fastidieux et chronophage. Les règles sont plus strictes en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Ouais. Donc, selon que vous êtes dans un restaurant, vous devez avoir votre masque. Si vous êtes au bord d'une piscine, vous n'avez pas besoin d'avoir votre masque. Mais ça, est-ce que c'est pas écrit noir sur blanc, ça? Ah si. Là, C'est alors, clair. Et les hôteliers, comme n'importe quel autre, on va dire, commerçant, entre guillemets, respectent les décisions qui sont des décisions transversales, que ce soit dans le cadre du Welcome Safely ou que ce soit dans le cadre de la réglementation qui évolue de moins en moins. Avant le Covid, on recevait combien de touristes l'été? Chez les Benavest Argy, L'été? global, l'été. Ah non, en période estivale. Grosso modo, c'est quoi? 2, 3, 4 millions? Je dirais, comme ça, à vue de nez, un bon 3 millions, oui. Un bon 3 millions. Un bon 3 millions. On peut espérer quoi cet été? Très difficile. Là, par Selon contre, vous, mais je sais que là, c'est... vous me prenez de court. Oui. Vous dire de touristes étrangers ou nationaux? Tout confondu. Combien de touristes, globalement, selon vous, on pourrait recevoir si habituellement, avant Covid, on en recevait 3 millions? Est-ce qu'on coupe l'apport en deux? Ça serait bien. Moi, je dirais entre 2 et 3. Entre 2 et 3. C'est pas très... C'est-à-dire faire le même chiffre que Non, c'est avant pas Covid? très. Non, c'est pas Non, très. c'est pas très. Hmm. Non, c'est pas très. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sauverait la saison tout juste? D'abord, on vous le dira à la fin de la saison, Ouais. d'une part. Et deuxièmement, a priori, je pense que les chiffres seront globalement... Alors après, vous aurez quelques champions par-ci, par-là. Mais disons, si vous raisonnez Marrakech, ou si vous raisonnez Agadir, ou Tanger, ou Fès, ou si vous raisonnez surtout le national, là, vous aurez nécessairement et mathématiquement, ou arithmétiquement du moins, des chiffres très moyens. Très très moyen. Ah, bien sûr. Moi, je pensais à ça parce que je mettais en équation, bien Ben, sûr, les recettes touristiques, en fait. Permettez-moi de vous rappeler, c'est très Oui. simple, l'équation elle est simple, hein. Et c'est du niveau du cours préparatoire, c'est 31%. Plus on peut imaginer peut-être recevoir, dans le meilleur des cas, 10 à 20% de la demande internationale, on va monter à quoi? À 40, ouais. Mais 40% d'inuité. C'est pas 40% d'occupation. L'occupation va être beaucoup plus modeste. Donc ça veut dire que fondamentalement, on ne va pas attirer grand monde Non. Oui. D'où l'urgence et la nécessité impérieuse de travailler, dans la limite du possible, sur le passage ou l'inscription du Maroc comme destination sûre dans les listes vertes. Ça triple, ça quadruple, ça quintuple le volume, du jour au lendemain. J'ai eu un exemple, je vous raconte une anecdote très rapide mais réelle. Le Portugal, début juin ou fin mai, s'est rempli, je schématise, rempli pratiquement à 100% en 48 heures. Aussitôt que, dès que les Anglais ont annoncé que le Portugal était en liste verte. Tout à fait. Très bien. Du jour au lendemain, ou overnight comme diraient les anglophones, du jour au lendemain, cette mesure a été annulée. Toutes les réservations ont été annulées. Donc c'est caricatural. Vous prenez un super exemple. Oui. En fait, c'est effectivement, cette annonce a été contrebalancée lorsque les autorités britanniques Absolument. ont imposé un confinement pour Absolument. tous les Britanniques qui rentrent. Donc c'est qui le venaient cœur du sujet aujourd'hui. Qui passaient les vacances au Portugal. C'est le cœur du sujet. Donc les chiffres peuvent être, quand je dis quintuplé, je suis modeste. Ouais. Je suis modeste. Il peut y avoir un gros boost en tout cas. Oui, mais dans les deux sens. C'est la carte que joue l'Espagne. Oui, mais en même temps, Est-ce comme on l'a beaucoup dit ces 6 derniers mois, plus tard la décision est actée, plus tard, plus difficilement nous reprenons nos parts de marché. Est-ce que ça veut dire, Gélie Benabest Argy, parce qu'elle a été toujours très silencieuse d'ailleurs, que ce dossier de passage, de faire passer le Maroc sur la liste verte, sur la green list, est sur le bureau de la ministre du Tourisme? Je suis convaincu, Selon vous je suis convaincu, sans être en rapport direct sur ce sujet avec Madame la Ministre, mais je suis convaincu que et Madame la Ministre du Tourisme et Monsieur le Ministre des Affaires étrangères travaillent la main dans la main au quotidien. Je prends cette liberté au quotidien et leur service bien sûr pour travailler sur ce sujet. Et le plus dur, je vous le dis, comme on l'a dit il y a un moment, c'est de convaincre les autorités européennes, britanniques, etc., que la modestie du nombre de tests est largement contrebalancée par l'exceptionnalité des statistiques sanitaires. Parce que nous, effectivement, il y a l'indicateur des tests, et du volume de tests pratiqués, et l'absence d'autotests réellement en termes de stratégie, donc c'est ça qui nous pénalise en tout cas. Et il y a aussi autre chose qui est assez gênant, c'est qu'il n'y a pas de communication par les pouvoirs publics établie là-dessus, y compris sur le vaccin Sinopharm, par exemple, qui n'est pas encore reconnu par les autorités sanitaires européennes, par un pays comme la France d'ailleurs, particulièrement. Là-dessus, est-ce que pour vous, c'est gênant aussi? Est-ce que ça... Voilà, c'est un... Non, d'abord, ce n'est pas le Maroc qui va batailler pour faire valider ou faire agréer le vaccin Sinopharm. C'est Sinopharm elle-même.
parce que l'enjeu pour Sinopharm est un enjeu mondial. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose et j'imagine que ce dossier est en cours d'étude au niveau de l'Agence européenne des médicaments. Oui. Comme on le sait, il a été validé par l'OMS. Il est du droit de l'Europe de mettre la barre un peu plus haut. Nous espérons objectivement que ça puisse se débloquer dans les jours et au pire dans les semaines qui viennent. Mais est-ce que le fait que Sinopharm soit reconnu par l'Agence européenne? Est-ce que le fait que Sinopharm ne soit pas reconnu par l'Agence européenne du médicament, en tout cas l'Agence européenne sanitaire, et par la France, principal marché émetteur en matière de tourisme, est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on ne passe pas au vert? Non, je pense que ça a été clairement dit par la diplomate que j'ai citée en début d'entretien. Ouais. Je pense qu'à tort ou à raison, je dis bien c'est un débat d'experts, à tort ou à raison, c'est le nombre de tests qui est un des ratios qui est utilisé dans la décision souveraine des autorités françaises. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi? Si on veut accélérer la cadence après l'annonce, recevoir plus de touristes étrangers et booster le tourisme et cette saison estivale, il faut accélérer pour faire en sorte qu'on passe au vert. Autrement, on va rester sur des niveaux relativement modestes en matière de... Absolument, c'est un point essentiel, avec bien sûr, mais qui vient en complément ou en consolidation du travail, et là c'est aucunement complaisant de ma bouche, du travail quotidien qui est fait par la direction des équipes d'Office du tourisme, qui sont en contact permanent, je le répète, avec les compagnies aériennes marocaines et étrangères, avec les tours opérateurs de tous les pays de nos marchés, de nos pays émetteurs, ouais. Et qui sont en train qui négocient et qui signent des deals dans lesquels il y a des incentives pour réouvrir des lignes aériennes, pour reprogrammer. J'ai vu qu'il y avait plein de rouvertures de liaisons aériennes qui sont prévues, voilà, avec plusieurs compagnies. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Je pense que l'Office Tourisme fait à ce niveau-là un travail sérieux et consistant. Est-ce que le timing est bon? Parce que vous avez fait référence au Portugal. Portugal, Espagne, Italie, France, Turquie, c'est grosso modo les pays touristiques avec qui nous sommes en concurrence directe ou indirecte. On est bien d'accord? Oui. Ça fait 2 mois qu'ils sont prêts, eux, déjà. Ça fait 2 mois qu'ils ont vendu des chambres d'hôtel aux tour opérateurs. Ça fait 2 mois que les compagnies aériennes sont déjà prêtes et disposées à. Donc, non, est-ce qu'on n'a pas de 2 mois de retard? Vous pouvez y ajouter les tour opérateurs qui tapent littéralement aux portes du Maroc, donc pour compléter la liste. Non, le timing, il est clair que ce n'est pas le meilleur timing que nous avons eu. Et vous êtes témoin vous-même à travers tous les entretiens que vous avez vous-même pilotés ces dernières semaines et mois, que la profession d'une manière générale a été demanderesse d'un rétroplanning, si possible sur 45-60 jours. Nous l'avons dit, répété, rabâché. Alors, nous n'avons pas eu tout à fait gain de cause sur ça. Nous avons eu gain de cause avec retard, mais mieux vaut tard que jamais, sur des assouplissements qui sont substantiels, que nous avons applaudis. Il est évident que si nous avions les informations d'aujourd'hui au 1er mai, ça aurait été infiniment plus favorable pour récupérer plus rapidement nos parts de marché. Il est évident que notre rattrapage, notre remontée en charge du Maroc en général sera d'autant décalée dans le temps. Parce que dis-moi, les principaux pays avec qui nous sommes en concurrence, je parle d'Espagne par exemple, c'est 85-90 millions de touristes à l'année. Tout à fait. Ils tablent sur 40-45 millions cet été. Je parle un pays comme l'Italie, c'est à peu près le même niveau. Ils tablent aussi sur 40-45 millions de touristes. Et nous, on table sur 2 millions, 1,5 million, 2 millions de touristes cet été. Donc je me dis... On ne joue pas dans la même cour, Oui, d'abord, on est concurrent sans être concurrent. Il ne faut pas oublier tout de même que les pays que vous citez, que ce soit la Grèce, le Portugal, donc toute la rive nord de la Méditerranée, d'abord est très compétitive. Pour la principale raison, c'est qu'ils sont dans l'espace Schengen. Ça, c'est essentiel. C'est une différence énorme pour un consommateur lambda, qu'il vienne de Bordeaux, ou de Pise, ou de Salonique. Ou Thessalonique. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ce sont nous, il faut le dire clairement, il ne faut pas en avoir honte. Le Maroc, il n'est pas le seul. Nous sommes ce qu'on appelle dans le jargon une price-driven destination, c'est-à-dire une destination dans laquelle le prix compte beaucoup. Donc l'ajustement se fait par les prix. Je rappelle juste, pas pour revenir en arrière, mais pour vos auditeurs, qu'on a très souvent parlé de la résilience de la destination Maroc, qui est un fait objectif. Mais on analyse rarement le pourquoi de la résilience. La résilience, elle se fait en partie, et en partie seulement, justement par la flexibilité qu'il y a au niveau des prix que nous pratiquons, nous, opérateurs de terrain. C'est pour vous dire, pour revenir au sujet RME, etc., c'est que l'offre et la demande, elle est en permanence, un ajustement permanent et un équilibre qu'on recherche. Sauf que notre offre n'a jamais été réellement compétitive. Et c'est peut-être pour ça que notre tourisme n'a jamais décollé. Quand on fait référence une fois de plus à l'Espagne, l'Espagne, ce n'est pas le fait qu'il soit dans l'espace Schengen, c'est aussi une destination où l'offre globale du produit espagnol, me semble-t-il, est compétitive. Non, si vous me permettez, je serais
plus dans la nuance. Ouais, allez-y. Peut-être vous êtes volontairement provocateur, Non, c'est votre job. Beaucoup. Maintenant, si vous le croyez, je vais vous répondre de la même manière. Ouais. Non, l'offre marocaine est tout à fait compétitive. On ne fait pas 13 millions de touristes, qu'ils soient étrangers ou marocains résidents, comme ça sur un claquement de doigts ou parce qu'on a décidé de signer un contrat programme. Non, 13 millions de touristes, c'est une performance très honorable qu'on peut comparer, bien sûr, à mieux que nous. C'est-à-dire la rive nord. Ouais. J'ai dit que ce n'était pas comparable, mais on doit aussi également la comparer avec des destinations plus comparables qui sont l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, etc. Et là, le Maroc est dans un ranking, ouais. dans un ranking tout à fait honorable. Ça ne veut pas dire que nous en sommes satisfaits. Et ça ne veut pas dire que nous avons comblé ou que nous avons exploité tout notre potentiel. Loin de là. Mais en même temps, on reste une destination relativement chère. Non. Alors, non, croyez-moi bien que non, monsieur Sialaoui. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une idée qui est un peu figée dans l'esprit, on va dire, de l'opinion publique en général et qui est pas en partie fausse, totalement fausse. Je viens de vous le dire spontanément d'ailleurs, que le Maroc, du point de vue international, est dans la catégorie des pays qui sont, disons, drivés par le prix. Pas tous nos segments, pas toute notre offre. Je veux dire, si vous parlez de la Mamounia ou d'autres hôtels prestigieux, ceux-là non. Ceux-là, ils sont pour une cible particulière. Voilà. Mais si on parle du gros de la troupe, ouais. Nous sommes très drivés par notre politique tarifaire et nous avons intérêt à être compétitifs. Donc nous sommes compétitifs par rapport à notre offre et nous sommes très compétitifs par rapport à nos prix. Sauf que les Marocains du Maroc sont toujours pleins de la cherté des prix. Donc vous dites, on n'a pas déjà un marché de domestique complètement convaincu. Alors il y a deux éléments de réponse. Oui. D'abord, c'est pas parce qu'ils se plaignent qu'ils ont raison. Mais ils ont le droit de se plaindre. Oui, parce que quand... Deux, il faut comparer le comparable. Que ce soit les Marocains résidents à l'étranger ou même les Marocains résidents tout court, comme vous et moi, au Maroc, quand on vient uniquement soit sur les week-ends, les vacances scolaires et en été, ce sont les tarifs les plus élevés d'une année touristique et ce sont les mêmes tarifs que payent les Européens. Attention, c'est très important ça. Quand je dis si par contre vous allez en basse saison ou vous allez en semaine, vous aurez des tarifs de 20, 30, 40% quand je parlais inférieurs. D'offres globales compétitives, je ne parle pas que simplement de la tarif des hôtels. Même si certains considèrent qu'ils sont trop élevés ou des restaurants, c'est l'offre globale. Aller faire du shopping, avoir des activités, vous voyez, la mobilité aussi qui soit beaucoup plus souple. Donc du coup, le consommateur marocain, lorsqu'il part, il décide d'arbitrer en tout cas sur une destination touristique et quand il a une vision et une approche globale, il se dit, mon pays, que j'aime beaucoup, me coûte cher. Oui, mais encore faut-il qu'il compare le comparable. Non, il faut qu'il compare le comparable. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de Marocains, il y a des dizaines de milliers de familles de Marocains qui voyagent à l'étranger. Mais il y a des dizaines et des dizaines de milliers de familles qui voyagent au Maroc et qui sont heureux de le faire et qui sont des répétiteurs. Oui. Donc il y a une offre qui correspond à chaque demande. Donc pour vous, il n'y a pas un problème de compétitivité de l'offre marocaine? Non, il y a un problème de lissement des saisons, il y a un problème de lissement de la demande qui est aujourd'hui encore trop concentré sur 3, 4, 5 dates dans l'année. Les fêtes, les Eid, les vacances scolaires, etc. J'entends bien, j'allais bien la baisse d'argent, mais seulement, ça fait plusieurs années que notre volume de touristes que nous accueillons chaque année ne bouge pas. Il ne bouge pratiquement pas. On reste sur du 9-10 avec les MRE d'ailleurs, 9-10, 11. Et l'objectif était de 20 millions de touristes à l'horizon 2020. On sait très bien que ça c'est... voilà. En tout cas, on n'a pas pu atteindre cet objectif-là. Non, dire que les statistiques ne bougent pas, pardon, ce n'est pas vrai. Sur les 5 dernières années, ça fluctue très faiblement. Non, sur les 5 dernières années, il y a eu des années avec des progressions à un chiffre. Il y a eu des années comme 2019, le début 2020, où il y a eu des progressions à 2 chiffres. Encore une fois, ça ne nous satisfait pas pour autant, parce que je vous rappelle qu'avec tout ce développement d'activité, nous n'arrivons finalement à la fin de la journée qu'à un petit 60% de taux d'occupation national. Je rappelle que il y a 15 ans, nous étions à 40%, ce qui est absolument très mauvais. Ça veut dire déjà que pour passer de 40 à 60, sur un hôtel donné, c'est un travail. Sur une ville, c'est énorme. Mais au niveau national, c'est une gageure. Et ça a été fait. Parce que ça veut dire qu'il y a eu des efforts tarifaires, des efforts de mise à niveau, des efforts de marketing. Oui, mais en même temps, on stagne à 11-12 millions de touristes par an avec les MRE. Donc je me dis, est-ce qu'on est capable en fait de faire du 20 ou 25 millions de touristes? Ce sont deux questions en une. Premièrement, on ne stagne pas 11-12 millions. D'abord, on a quasiment touché le 13 millions en 2019 et nous étions probablement en direction du 14 en 2021. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, vous le savez bien, c'est une industrie qui est très compétitive. Et l'offre dans la région euro-méditerranéenne, rive nord, rive sud, est, ouest, etc., est très importante.
et les efforts sont faits par tous nos concurrents. Donc on est en permanence, en mise à niveau permanente, on est dans un environnement très, très concurrentiel. Donc si nous arrivons à progresser de 5-8 et parfois de 12-13%, ça veut dire qu'on est à peu près dans le coup. Mais les pays concurrents, eux, ils ont des croissances beaucoup plus importantes au niveau du secteur. Non, pardon, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Non, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont déjà à un niveau stratosphérique. Ouais. Donc aujourd'hui, leur progression, c'est plutôt du 2, 3, 4. Mais c'est normal parce qu'ils sont déjà au maximum. Ils sont déjà au maximum. Rappelez-vous qu'à Barcelone ou ailleurs, on a commencé à se plaindre ces dernières années, avant la pandémie, d'un trop de tourisme. Nous, on en est encore très loin. C'est surtout les nationaux, en fait, et les habitants, les locaux qui se plaignaient de la... Tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont déjà... Il y a pression sur les prix, on est bien d'accord? Oui, ça veut dire qu'ils sont au super maximum. Nous, on en est loin. Ouais. Nous, c'est quoi notre max? Est-ce qu'on est ambitieux? Est-ce qu'on peut se dire... Alors, je vais répondre à la deuxième partie, ouais. Mais il faudrait une émission à part pour expliquer pourquoi, pour des bonnes et mauvaises raisons, nous ne sommes pas arrivés aux 20 millions, mais là, c'est une émission à part, un autre jour. Oui. Et surtout, pour nous, ce n'est pas l'urgence du jour, parce qu'aujourd'hui, nous voulons tous, moi parmi d'autres, nous concentrer sur la crise actuelle et sur la conjoncture immédiate et sur ce qui reste à faire. Parce qu'il y a des choses qui restent à faire pour aider à sortir de la crise le plus tôt possible. Mais avant cela, si on veut parler d'une manière très schématique et très superficielle, encore une fois, ça mérite développement et approfondissement sur le véritable potentiel du Maroc. Oui, le Maroc a un potentiel global qui peut être estimé à 20-25 millions. Après, c'est sur 10 ou 15 ans, c'est un débat en soi. Et surtout très important, et ça c'est un élément majeur dans le débat, disons stratégique, pour les prochaines stratégies des 5 ou 10 prochaines années, qui certainement seront mises à plat, je l'espère bientôt, une fois que le gros de la crise sera derrière nous, c'est aussi le positionnement que le Maroc se choisit, et le positionnement, qu'il soit un positionnement tarifaire, que ce soit un positionnement de produits et d'offres. Est-ce qu'il faut un positionnement aussi identitaire à travailler là-dessus? Parce qu'il y a des opérateurs du secteur aussi qui disent, bon voilà, vous, effectivement, le Maroc, super pays, il fait beau, il y a des palmiers, tout est magnifique, mais bon, il y a des tabous. Voilà, présenter un acte de mariage dans un hôtel, sur la question de l'alcool aussi. On n'est pas forcément très détendu là-dessus. Est-ce que vous, Jalil Darji, vous considérez que sur ces aspects-là, il va falloir aussi se détendre? J'aime beaucoup le terme se détendre, à votre crédit, et j'y adhère. Oui, il y a besoin d'une détente, il y a besoin de prendre du recul. Je parlerai plutôt d'authenticité de la destination plutôt que de sujet identitaire. Je pense que notre identité, elle est ce qu'elle est, on en est fiers. Je pense qu'effectivement, il y a probablement des assouplissements d'une manière générale, mais ça, on aborde un sujet qui est tout à fait important, mais qui est un sujet, on va dire, politique. Dans son ensemble du terme, c'est toute la question des libertés individuelles. Oui, qui n'est pas portée par les acteurs du secteur, bizarrement d'ailleurs. Non, c'est évoqué parfois, mais on l'évoque entre quatre murs. Très light. Oui, c'est un sujet qui est un sujet compliqué. Et puis là, tout de même, c'est aux acteurs politiques. Aujourd'hui, quand vous recevez vos invités politiques, etc., je sais que vous les interrogez régulièrement, sur les libertés individuelles. Vous revenez tout le monde. Il y a une certaine timidité. Alors c'est vrai qu'il faut mener un débat public, c'est vrai qu'il faut faire mûrir l'opinion publique, mais moi je pense que le rôle de l'élite, c'est de tirer le dialogue vers le bas, de tirer le débat vers de tirer le débat vers le haut, oui, et d'être plutôt inspirationnel que réactif. Moi je suis partisan d'une élite qui soit proactive et force de proposition, plutôt que simplement s'aligner sur... C'est d'ailleurs peut-être aux acteurs du secteur du tourisme de, quelque part aussi, de s'approprier le débat sur les libertés individuelles, et de donner un petit peu de positionnement pour essayer de faire avancer les choses, non? Certainement, mais on pourrait peut-être nous reprocher d'être jugés partis, d'une part, et deuxièmement, ce ne serait pas forcément le meilleur canal pour défendre ce type de détente, comme vous le dites si bien. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres acteurs dont c'est la vocation et qui sont nos alliés objectifs. Mais voilà, ces acteurs doivent jouer leur rôle, je pense en particulier aux acteurs politiques. Une organisation comme une institution comme la CGM, par exemple, est-ce que vous pensez qu'elle peut jouer aussi ou elle pourrait jouer ce rôle-là ou pas? La CGM est un relais très important. Pour moi, c'est le syndicat patronal qui a de multiples vocations, de multiples priorités. C'est un sujet, oui, qui peut être tout à fait inscrit à l'ordre du jour. Mais je le répète, les premiers acteurs sur ces sujets des libertés individuelles d'une manière générale, c'est d'abord et avant tout les acteurs. En tout cas, il y a des parts de marché à gagner si on se détend là-dessus. Oui, mais par ailleurs, indépendamment de cela, l'authenticité de la destination Maroc, sa particularité, son positionnement, est déjà tout à fait identifiable et fort par ailleurs. Ça, ce serait un plus. Moi, je me dis, on a notre voisin direct, une fois de plus, qui attire 90 millions de touristes.
on y fait la fête, on s'amuse, on s'y éclate. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de touristes qui y vont et faire du shopping. Donc je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, en récupérer aussi quelques millions? Deux choses, sans me contredire. En tant que citoyen, je suis pour un Maroc moderne et authentique. En tant que chef d'entreprise, je ne vais pas vous récuser. Mais je peux comprendre aussi, éventuellement, en tant que citoyen un peu intéressé par la chose politique, je peux vous dire qu'il est normal aussi de rechercher un équilibre entre l'authenticité et la modernité. Donc on va continuer à présenter un acte de mariage lorsqu'on se présentera dans un hôtel et qu'on est accompagné. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que ça peut encore durer, ça. Jusqu'à nouvel ordre. 2030, 2035, c'est l'horizon, en tout cas, tracé par là. Ce n'est pas de mon ressort, mais vous pouvez imaginer ce que je préfère. L'horizon, je ne sais pas, vous préférez la détente. La détente. Donc l'horizon tracé par par la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, c'est pour ça que je parlais de 2030 ou 2035. Vous l'avez parcouru, vous avez vu un petit peu les différentes recommandations exprimées par la commission présidée par Cheikh Ben Moussa concernant le secteur du tourisme. Oui, peut-être deux remarques très rapides, générales. D'abord, pour être équilibré et nuancé. La commission a fait son job. Sa composition, difficile de faire mieux. Donc sur ces deux éléments clairs. Maintenant, le nouveau modèle de développement sur le chapitre, et je n'aborderai que le chapitre tourisme, parce qu'il y en a 25 autres qui sont aussi importants sinon plus, c'est un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué. J'allais à Bestargis, c'est un rendez-vous manqué. Mais c'est un rendez-vous manqué, je vais vous dire pourquoi, de manière, comme vous le dites, très détendue et responsable. C'est parce que, mais c'est à mettre au débit de tous les acteurs, que ce soit la commission elle-même, qui n'a pas forcément auditionné au niveau qu'il fallait, mais c'est également à mettre au débit de nos organisations professionnelles du secteur privé, que vous connaissez, qui, elles, ont eu un rôle peut-être pas suffisamment proactif, avec une force proposition qui a peut-être laissé à désirer. Donc le contenu on va dire de mémoire, les 2 ou 3 pages ou 4 pages maximum, qui font un peu la synthèse de la matière touristique au sein du nouveau modèle, c'est, on va dire, très classique, mais je le répète, moi inclus, nous sommes tous responsables, nous, secteur privé. C'est quand même fou, ça. Un secteur mis à terre par un virus qui s'appelle le Covid-19 depuis 2 ans. Oui. Donc on est en train de traverser, c'est pas encore fini, cette pandémie. Les acteurs du tourisme, en fait, n'ont pas été en capacité de proposer des choses pertinentes à la commission pour que cette commission puisse les retenir et pour essayer de rebooster le secteur dans un second temps, parce que d'abord c'est le sauver et ensuite le booster. La seule excuse à laquelle on peut penser, mais ça c'est vraiment pour être complaisant, c'est pas dans ma nature, c'est de dire que la crise a pollué et a épuisé toutes les énergies sur le suivi de la crise en elle-même. Ceci étant, ce n'est qu'une excuse très partielle. Normalement, un secteur privé responsable, crédible, organisé doit être en mesure de faire les deux choses en même temps. Gérer la crise avec les pouvoirs publics et avec bien sûr le tissu industriel privé, mais également garder une de ses priorités qui est une force de proposition. Au niveau de la force de proposition, je trouve ça fou, moi. Pour résumer, si vous permettez, Mr. Lachid, le chapitre le plus essentiel, le cœur du sujet, celui qui est supposé être un préalable à tout le reste, c'est celui qui manque. Et c'est un gros mot actuellement, ou un mot galvaudé. C'est la gouvernance. Le sujet de la gouvernance a été totalement ou quasi totalement absent du papier du rapport de la CSMD, mais il est également aussi, c'est pour ça que je dis c'est une responsabilité collective de tous les acteurs, privés, publics et commissions, il a été aussi occulté, ou en tout cas négligé ou reporté au calendrier grec par nos représentations organisations privées. Et nous pensons que ce sujet est un préalable, et j'insiste beaucoup sur ce sujet, c'est un préalable à la bonne exécution de toute stratégie, que ce soit en période de crise, en dehors de toute crise. Je fais référence d'ailleurs, parce qu'on parlait du rapport des recommandations de la Commission spéciale Nouveau Modèle de Développement. J'ai sous les yeux un rapport de la Cour des comptes concernant le secteur du tourisme qui date de octobre 2018. Qui correspond au secteur du tourisme. Oui. Voilà, réalisé et rédigé par la Cour des comptes. Et qui relevait à cette époque-là beaucoup d'annonces pour peu de réalisations, une problématique de gouvernance, une offre hôtelière peu augmentée et un accompagnement PME touristique trop faible. C'était déjà en 2018, c'était bien avant la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement. Et là, rendez-vous manqué, vous dites, parce que ce qui a été retenu, en tout cas, concernant le secteur du tourisme, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver encore une fois avec
avec un tourisme qui, voilà, très Je n'ai pas aléatoire. connaissance, si vous permettez, je n'ai pas connaissance des détails du rapport du travail de la Cour des comptes, qui généralement font du travail de très grande qualité. Octobre 2018. Trop peu souvent suivi des faits, mais ça c'est un sujet, c'est un débat en soi, un vrai sujet d'ailleurs. En revanche, ce que je peux vous dire, que le problème de la gouvernance, ce n'est pas un sujet de 2020 ou 2021. C'est un sujet de fond et c'est un sujet de tout temps. Je schématise, on va dire que ce sujet est posé ou négligé depuis à peu près 10 ans. Et nous le regrettons. Nous n'avons pas voulu pendant les 15 mois, maintenant peut-être que la parole peut se libérer un petit peu, en tout cas j'en prends la responsabilité, on a eu l'occasion d'échanger dans d'autres circonstances, nous avons toujours voulu ne pas ouvrir les sujets qui fâchent, ne pas parler des sujets qui fâchent pendant 15 mois. Et nous avons été très disciplinés, très solidaires et les coudes serrés. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de renouvellement des instances de certaines de nos principales fédérations professionnelles. Je pense que nous sommes au début, je précise, au début de la fin de la crise. Il est temps que certains sujets soient posés sur la table. Entre autres, ce sujet de la gouvernance. En précisant que la gouvernance, d'abord c'est un mot, je le répète, qui est galvaudé, mais il faut en préciser le contenu. Mais quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de tête et de mindset au niveau de la Fédération nationale du tourisme, au niveau de la Confédération nationale du tourisme, au niveau de la Fédération nationale de l'industrie touristique et hôtelière. Donc c'est parce que c'est plein d'acteurs, on ne sait pas trop d'ailleurs qui fait quoi et ce qui voilà. D'abord, le sujet de la multitude des intervenants qui peut paraître opaque aux non-initiés, je comprends, c'est pas le sujet numéro un, ni le changement de tête. Ce qui est le sujet qui est important, c'est la force et la crédibilité et la représentativité de nos organisations professionnelles, leur force de proposition, on va dire leur organigramme, leur force de production. Mais c'est aussi la gouvernance, c'est pas seulement le secteur privé. La gouvernance, c'est également le secteur public. Oui. C'est la relation entre le secteur privé et le secteur public. C'est la relation entre les régions et la nation. Et l'organisation, c'est la mise en symphonie de tous ces chapitres qui font la gouvernance. Il ne faut pas réduire uniquement le secteur privé. Le secteur privé aujourd'hui est dans une conjoncture qui va, disons, entre juillet et dans les semaines qui suivent, renouveler certains organes. Je pense que tout le monde s'en félicite. Oui. C'est effectivement l'occasion de partir sur un bon pied et de tirer toutes les leçons qu'on doit tirer, non seulement sur les 15 derniers mois, mais également sur les 10 dernières années. En tout cas, il y a des élections qui sont prévues dans différentes fédérations professionnelles. Pour le moment, la principale, la fédération de tête, la Confédération nationale du tourisme, la CNT, qui a la CNT, qui a une assemblée élective le 17 juillet. Ouais, juste avant l'Aïd d'ailleurs. Absolument, ça a été d'ailleurs ça a été décidé en conséquence de l'Aïd. D'accord. Pour ne pas être ni pollué ni être pollué par les déplacements et les vacances. Donc voilà, c'est une échéance importante, mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres fédérations importantes qui sont concernées, les fédérations des hôteliers, les fédérations des agents de voyage. En vérité, il y a besoin d'une mise à niveau générale. Beaucoup d'associations locales, régionales ne sont pas à jour de leur situation juridique. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cotisations. Donc il y a un travail global de la main dans la main, sans polémique, sans animosité, et en étant vraiment tourné vers le futur. Autre vrai sujet aussi, Jalil Belabès-Tarji, pour conclure aussi, parce que je rappelle que vous êtes président de l'ANIT, l'Association nationale des investisseurs touristiques. Donc on va essayer de faire revenir les touristes progressivement, mais je me dis l'investissement, il va falloir attendre et patienter beaucoup plus. Oui, dans le secteur. Dans l'ordre que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je le répète plusieurs fois aujourd'hui avec vous, la priorité, c'est de revenir sur le marché. La priorité, c'est de redynamiser les connexions aériennes. La priorité, c'est de rebooster la communication du Maroc en tant que destination safe, forte, attractive, sexy, entre guillemets, et détendue au passage. Ça va avec, non ? Souvent. Et par ailleurs, alors pour les investissements futurs, il faut ne jamais oublier, même si j'enfonce une porte ouverte, que investissement égale emploi. Donc quand on parle d'investissement, on ne parle pas seulement du chef d'entreprise. On parle aussi de ses effets bénéfiques qui sont la création d'emplois. Et si nous revenons à la charge de manière régulière par rapport au pouvoir public pour parfaire et pour améliorer les mesures d'accompagnement qui ont déjà été mises en œuvre depuis mars 2020, c'est-à-dire depuis 15 mois, c'est vraiment pour permettre que l'image du Maroc en tant que destination, non seulement tourisme, mais en tant que destination d'investissement, de développement, soit une image positive. Et je suis convaincu, nous sommes convaincus que la réponse qui est faite à la crise, encore une fois, qui est en passe d'être bouclée, en tout cas, on l'espère, soit une réponse du gouvernement et de l'État suffisamment forte
pour qu'elle reste en mémoire des opérateurs nationaux et des opérateurs nationaux qui sont les futurs investisseurs demain et qui sont les futurs employeurs de demain. À défaut... Investissement, selon vous, à quelle échéance? On fait revenir les touristes aujourd'hui tout doucement en 2021. C'est quoi, il y a une différée de 2-3 ans? Je dirais qu'il faut compter un bon 2 ans. Un bon 2 ans, oui, ça veut dire raisonnablement. 2023-2024. Voilà, pour pouvoir retrouver des niveaux, après ça sera différencié d'une ville à l'autre, d'un segment à l'autre. Ça peut être Marrakech peut reprendre plus vite qu'Agadir ou l'inversement, ou Fès ou Tanger ou Casablanca. Mais disons globalement, c'est 2 ans. Après, ça peut aller de 18 à 36 mois pour être encore plus large et moins se tromper. Mais le sujet, c'est que, encore une fois, la crise, de toutes les manières, va laisser de grosses traces. Elle va laisser de grosses cicatrices. D'accord ? Ces cicatrices, l'enjeu, c'est de les réduire au minimum, de manière à ce que, comme on dit, dans 18 mois, dans 24, dans 36 mois, les nouveaux investisseurs, ou même les anciens qui continuent leur développement, comme les membres de notre association, mais bien au-delà, gardent en mémoire un souvenir fort de l'effort qui est fait par le gouvernement pour soutenir le secteur. Justement, et pour conclure justement là-dessus, je crois savoir qu'il y a le contrat programme qui avait été signé en 2020. Tout à fait, en août 2020, va s'achever dans les prochains jours. Absolument, ça se termine en disant que les principales mesures, ou une des principales mesures qui est l'indemnité forfaitaire, ce qu'on appelle les 2000 dirhams dans le langage courant, arrive à échéance le 30 juin. Nous sommes le 21. Toujours pas de news. C'est demain. No news. Il y a eu, disons, des travaux importants qui ont été faits. Le chef de gouvernement a reçu nos représentants. Le ministre des Finances a reçu nos représentants. Je pense qu'il y a un besoin de suivi sur ces travaux pour donner de la visibilité non seulement aux employeurs. Vous demandez à ce que l'État poursuive je vais le dire, pour que les employeurs et nos salariés surtout puissent avoir de la visibilité au-delà du 30 juin. Je rappelle que cette indemnité financière forfaitaire avait pour vocation d'être une aide à la reprise. Elle a été démarrée au 1er juillet 2020. La reprise qui était attendue au cours du 2e semestre n'a pas eu lieu, pour les raisons que nous connaissons, qui sont multiples et variées, des bonnes et des mauvaises. Donc en fait, on a malheureusement tout décalé dans le temps. Ce que nous demandons aujourd'hui, d'une manière citoyenne, d'une manière responsable et d'une manière très convaincue, c'est qu'il est très important, pour ne pas dire plus, voire parfois vital pour des centaines et des centaines, voire des milliers d'entreprises, que ce soutien qui est consistant puisse être prorogé, soit jusque 3 mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire, et au pire, je dis bien, et au pire, jusqu'au 31 décembre 2021. C'est-à-dire que l'indemnité Covid jusqu'en fin décembre 2021, même si aujourd'hui l'État fait des efforts conséquents pour créer des connexions aériennes et maritimes et faire venir un maximum de touristes. Vous dites qu'il faut continuer à verser de l'argent public. L'État pourra l'arrêter. Non, mais attendez. Oui. L'État pourra l'arrêter aussitôt qu'il estime qu'on est arrivé à un niveau d'activité raisonnablement correct. Mais si on a 1,5 million de touristes, on peut arrêter, non ? Non. Même avec 1,5 million de touristes, 2 millions de touristes cet été, il faut continuer. Vous dites qu'il faut continuer à verser les indemnités Covid, CNSS jusqu'à la fin de l'année 2021. Oui, pourquoi? Oui, parce que je ne veux pas parler seulement de l'hôtellerie, c'est tous les membres de la chaîne qui sont concernés. Oui. Mais si on prend 1 minute, même pas 30 secondes sur l'hôtellerie elle-même, si vous comprenez bien le modèle économique de l'hôtellerie, qui est quand même la colonne vertébrale de toute l'offre, il n'y a pas que ça, il y a des éléments qui sont d'autres maillons de la chaîne qui sont stratégiques, mais on a coutume de dire que l'hôtellerie, c'est la colonne vertébrale. L'hôtellerie, c'est une industrie capitalistique, mais surtout une industrie dans laquelle les frais fixes sont très élevés, qui peuvent monter jusqu'à 80%. Donc une hôtellerie qui tourne à 10, 15, 20, même 30%, c'est une hôtellerie qui est en dégradation totale, qui est en détresse. Donc c'est le maillon le plus employeur. D'accord ? Donc si on fait cet effort, on demande de faire cet effort et on considère que c'est citoyen responsable, c'est justifié. Ça va être coûteux et puis les finances publiques aujourd'hui, je pense et je considère qu'elles ne sont pas forcément en capacité de pouvoir absorber un nouveau choc financier par le versement des indemnités Covid, CNSS pour le secteur du tourisme jusqu'à la fin de l'année. Croyez-moi, oui, je vais vous répondre. Croyez-moi, si Ahlaoui, ça sera infiniment moins coûteux que le désastre qu'il y aurait si ça devait s'arrêter au 30 juin. Parce que je vous rappelle une chose très importante. Les 80% d'emplois que nous étions tenus de maintenir pour pouvoir bénéficier de cette mesure d'accompagnement, ils ont été respectés. Si ça s'arrête au 1er juillet ou même au 1er août, 1er septembre, ça va être l'hécatombe. Parce que la reprise n'est pas instantanée. Donc on a des touristes qui vont venir et puis on aura des licenciements, c'est ça? C'est tout à fait possible parce que les touristes, d'abord, ne vont pas arriver nécessairement le 1er juillet en nombre suffisant. Et puis licenciement, ça ne veut pas dire qu'on licencie tout le monde ou personne. Ça peut être 5, 10, 15, 20%. Nous voulons éviter cela. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait un chemin extraordinaire ensemble en 15 mois. Ce serait dommage que dans les 3-6 derniers mois,
le dernier 100 mètres soit raté pour vraiment sortir à la tête de l'eau. Dernière petite question, Gilles Benabès-Targy, la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt, avec les pouvoirs publics, c'est plutôt la prorogation de l'indemnité Covid, c'est laissé jusqu'à la fin de l'année ou c'est plus compliqué? Il semble que nos représentants qui ont rencontré, comme je l'ai dit, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le ministre des Finances et madame la ministre du Tourisme, sont ressortis relativement rassurés, relativement optimistes, mais la balle reste dans le camp des On devrait en savoir plus dans la semaine? Nous l'espérons et nous espérons que ça ne traîne parce que notre souci, ce n'est pas seulement les employeurs. Aujourd'hui, c'est nos employés qui sont stressés. Et ils sont stressés pour de vraies raisons, des raisons objectives. Nous voudrions lever le stress, qui est très lourd. Maintenant que les barrières sanitaires ont été levées, il faut lever le stress, c'est ça? Absolument, c'est la détente. Et se détendre. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Infiniment à vous. Gilles Benabès-Targy, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre intérêt et pour votre invitation encore une fois. Tout le plaisir est pour moi. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes président de la NIT, l'Association nationale des investisseurs touristiques. Et donc on retiendra quoi? Il y a plein de choses qui ont été dites, bon, mais que fondamentalement... On retient qu'on passe à une étape plus optimiste, mais qui demande encore des efforts de la part des opérateurs, des efforts de la part de l'État et une poursuite de l'assouplissement. Et que là on sera dans une phase de reprise du secteur et pas forcément d'une relance. Tout à fait, c'est une reprise qui va être là, mais qui va être moins rapide que nous le souhaiterions et qui sera compliquée. Donc il ne faut pas baisser les bras, ni nous, opérateurs privés, ni l'État. Il faut poursuivre. Merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt. Merci à vous.